Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. Bonjour à tous, une femme qui aime autant le bon vin ne peut pas être une mauvaise femme, et d'ailleurs rien dans le CV de celle que nous allons recevoir aujourd'hui dans French Boss, rien n'indique que nous sommes en présence d'une mauvaise femme, bien au contraire. Beaucoup d'honneur, beaucoup d'expérience professionnelle, beaucoup de bons résultats dans sa carrière. Béatrice Cointreau, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Eric. Bon, Béatrice, vous avez plein de choses à raconter, vous avez plein de réussites dans votre vie. Mais une de vos réussites les plus importantes, c'est de réussir à travailler avec derrière vous en permanence cet environnement, cette photo que vous m'avez envoyée du lieu qui représente le mieux votre vie professionnelle. Il s'agit de Malibu, mais non pas Malibu Beach, comme on a l'habitude d'en parler, mais du vignoble de Malibu étroitement associé à votre vie professionnelle. Alors, c'est un site tout à fait particulier pour moi, à plusieurs égards. Le premier, c'est que je suis venue m'installer il y a 10 ans en Californie et après avoir vécu 50 ans basée sur Paris où j'étais née et d'où je gérais un certain nombre d'entités pendant toutes ces années. Et j'ai eu à traverser 3 chirurgies de radiothérapie pour cancer et on m'avait donné 2 ans à vivre. Lorsque, contre toute attente, quelques années plus tard, on m'annonce ma rémission, lorsque le médecin me dit « Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Je lui réponds « Écoutez, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais ce que je ne veux plus. Je ne veux plus être loin de mes aînés. Ils étaient en Californie où ils étudiaient. Et du jour au lendemain, j'ai pris ma valise cabine, le petit dernier sous le bras qui a pris aussi sa valise, qui aujourd'hui surfe très bien d'ailleurs. Et nous voilà partis. Et donc, ce vignoble, derrière vous, est le symbole de ma renaissance. Parce que finalement, j'ai pu naître à nouveau, peut-être mieux aussi, avec une certaine philosophie de vie beaucoup plus humaniste, beaucoup plus empathique que le chef d'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que j'avais été pendant les décennies précédentes. Alors, ce vignoble est particulier parce qu'il fait face à Zuma Beach, que tout le monde connaît parce que Alerte à Malibu et Pamela Anderson. Mais au-delà de ça, on a le Pacifique qui est très froid et donc les vents passent au-dessus de ce Pacifique très froid et vont venir refroidir les vignes. J'ai acheté quelques rangs de vignes et puis j'ai commencé à redévelopper, puis l'eau d'à côté pour finir par produire 7 vins. Alors que je m'étais promis que cette vie-là était derrière moi, j'avais commencé à diversifier exclusivement dans les nouvelles technologies et finalement, eh bien, on est rattrapé par sa nature et sa passion. J'adore le vin, j'ai été formée en œnologie et également en parfumerie et c'est ce qui me permet de poursuivre ma passion, même j'allais dire dans une semi-retraite ou en tout cas ce que je pensais devenir une semi-retraite. Alors, ce que vous me racontez m'appelle 2 questions. La première, on va faire une réponse brève dessus. Est-ce que le fait d'avoir été très malade, d'avoir vu la fin, d'avoir vu ce qui pouvait se passer, ça a changé la vie professionnelle que vous avez eue après, indépendamment de l'endroit où vous vous êtes installé? Est-ce que après, vous avez dans votre business, dans vos affaires, réagi différemment? Alors, je pense que j'accorde une part plus importante à la vie de famille, tout simplement parce que chaque fois que j'ai eu mes 3 enfants, j'ai fait des déclenchements le samedi pour revenir avec le bébé en kangourou le lundi au bureau et personne ne m'avait vue enceinte, j'ai pris que 6 kilos. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne réagirai plus de la même manière et j'ai passé mes dernières années à vraiment essayer d'encourager toutes les personnes que je rencontrais, en particulier les femmes chefs d'entreprise, à se conférer du temps et conférer du temps à ceux qu'elles aiment, parce que finalement, c'est ce que l'on regrette le plus quand il vous arrive quelque chose. Vous me disiez, c'est ma seconde question, vous disiez que votre passion, c'était donc le vin. Mais quand on s'appelle Cointreau, qu'on est l'arrière-petite-fille du fondateur de Cointreau, est-ce qu'on peut échapper véritablement à une telle destinée? Ça a tellement marqué votre famille, j'imagine. En effet, ça fait partie de
mes passions parce que derrière cette passion, c'est surtout pour les hommes et les femmes qui font le vin, qui m'intéressent et que je cherche à promouvoir aujourd'hui. Formidable. Alors moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que on voit tout ça quand on lit votre histoire. On voit parler de produits de luxe, on voit parler de goût, de bon goût, de choses comme ça. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que finalement, vous êtes quand même une entrepreneuse qui fait du business et qui a créé, il y a pas si longtemps que ça, une entreprise qui n'a pour le coup plus rien à voir avec la qualité de vie, l'éthique de la qualité de vie. Racontez-moi un petit peu, essayez de nous raconter en quelques mots, quelques phrases. Attendez, Béatrice, en quelques mots, quelques phrases, essayez de me raconter qui est Béatrice Cointreau. Moi, c'est la question que je me pose là, à l'heure où je vous parle. Serial entrepreneur international. J'ai commencé à monter des boîtes en 1984. J'avais 24 ans. Je crois que j'ai ça chevillé au corps. On ne parlait que entreprise autour de la table à la maison, même quand j'étais plus jeune. Et je dois avouer que j'aime tout dans le métier d'entrepreneur, c'est-à-dire du début d'une aventure, quelquefois une idée qui germe, et puis se remonter les manches, il n'y a pas d'autre mot, et vivre les aléas, les montagnes russes qu'on peut ressentir quand on entreprend. Ne nous leurrons pas, une femme à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, à moins d'être veuve. On connaît les veuves en Champagne. On ne nous laissait pas beaucoup la place. Mais chaque fois qu'une entreprise était à risque, difficile, ou j'allais dire en purgatoire, on venait me chercher parce qu'une femme n'a pas peur de miser sa réputation, ou en tout cas moins qu'un homme qui porterait un nom de famille connu, par exemple. Et donc, ce sont des défis qu'on m'a jetés, que j'ai embrassés à bras-le-corps, et surtout grâce à mes équipes. Donc, j'ai une qualité, je dirais, je suis extrêmement curieuse et je suis capable de me passionner pour presque tous les sujets. Et aujourd'hui encore, j'ai continué à me former au fur et à mesure dans différentes universités. On disait autrefois, elle est bardée de diplômes, et mon père d'ailleurs le regrettait en disant « Béatrice, arrête de passer des diplômes, les hommes n'aiment pas les raisonneuses, tu ne trouveras pas à te marier ». Ce qui dénote beaucoup de choses. Pour illustrer le fait que je sois une pionnière, la première à l'Académie du vin de France, la première dignitaire à l'Ordre des Coteaux de Champagne, je crois qu'on peut revenir lorsque je suis arrivée chez Champagne Gosset, l'entreprise est endettée de 4 fois son chiffre d'affaires, elle fait 350 000 bouteilles, personne ne croit à la réussite ou au fait de remonter cette boîte. Et les 3 responsables export, responsable France, chef de cave, me disent de but en blanc, écoutez, Madame Cointreau, on est désolé, mais on vous donne notre démission, ne me connaissant absolument pas. Et je leur ai dit, écoutez, pour quelle raison? Et ils m'ont répondu très honnêtement, et j'ai apprécié cette sincérité, on ne se voit pas travailler pour une femme. J'ai trouvé que c'était très amusant. Je crois que de nos jours, on ne pourrait plus entendre ce genre de discours. En tout cas, ça ne passerait plus. Et je leur ai dit, écoutez, je vous donne 48 heures. Ça fait 9 ans que je remonte et que je développe Cognac Frappin. Je vous donne 48 heures et dans 48 heures, vous me direz ce que vous voulez faire. Et finalement, 15 ans plus tard, quand j'ai dû quitter mes fonctions chez Gosset, il pleurait parce qu'on a développé une entreprise qui faisait alors plus d'1 million de bouteilles. Sur les 80 vins, on avait développé jusqu'à 73% de cuvées de prestige et c'était grâce à mes équipes. Donc, au-delà d'être curieuse, je dirais comme conseil, n'oubliez jamais les équipes, jouez l'équipe. Je leur ai toujours dit, n'hésitez pas, en cas de problème, c'est le mien, en cas de succès, c'est le vôtre. Et je m'y suis tenue pour l'ensemble des structures que j'ai dirigées. Une des marques de fabrique de l'entrepreneur, c'est de réussir à lever des fonds. Quasiment tous les entrepreneurs sont passés par là à un moment ou à un autre. Vous, compte tenu de votre ascendance familiale, compte tenu du nom que vous portiez, est-ce que quand vous avez créé des structures entrepreneuriales dans ce domaine du vin ou du champagne, est-ce que vous avez eu besoin parfois de lever des fonds? Eh bien, reprenons l'exemple que je viens de donner avec l'entreprise donc endettée de 4 fois son chiffre d'affaires. Je n'ai pas eu un sou des
des autres investisseurs. Il s'agissait de racheter l'entreprise pour le franc symbolique avec ses dettes. Eh bien, lorsque je suis rentrée dans la pièce où se tenait le pool, on disait un pool de banquiers, le banquier en question me dit « Vous serez gentil, mon petit, vous irez nous faire 3 cafés ». Et donc, je suis allée faire 3 cafés. Mon directeur financier était extrêmement gêné. Il leur a dit « Non, mais ça, c'est notre PDG, Madame Cointreau ». Et lorsque je suis revenue, Germain m'a dit « Mais Béatrice, pourquoi vous êtes allée faire les cafés? Vous auriez pu demander à Françoise, Virginie ou autre ». Et je lui ai dit non, je devais leur emprunter des sous. Ils n'ont même pas discuté le taux tellement ils étaient gênés. Donc finalement, au-delà du nom, je pense que certaines fois, il faut utiliser les outils ou les atouts qu'on peut avoir, quels qu'ils soient. Et dans les discussions, eh bien, si les uns et les autres ne vous prennent pas au sérieux, utilisez-le parce que on est parfois, et il faut espérer ne pas l'être tout le temps, le plus intelligent autour de la table. Vous me disiez que vous aviez très jeune la fibre entrepreneuriale, vous vouliez être entrepreneur. Est-ce que vous auriez pu concevoir de monter un business dans autre chose que ce qui finalement était votre passion? Absolument. L'une des structures qu'on a acquis en 84 était une entreprise qui faisait essentiellement des liqueurs et autres, qui n'était pas du tout ce pourquoi je me passionnais. Par contre, il y avait 23% du chiffre d'affaires qui était développé pour les thés à infusion. Et ça me passionnait vraiment. Toujours les arômes. Je me suis laissée mener par le bout du nez toute ma vie, finalement, avec ces éléments aromatiques. Vous allez me faire pleurer. Et donc, j'observais, on était numéro 1 au café, bar et restaurant, et j'observais qu'en fait, les sachets étaient jetés dans un petit tiroir et étaient ressortis par le restaurateur ou autre, et qui lisait l'étiquette camomille, tilleul ou autre. Et il m'est venu à l'esprit que si on réussissait à envelopper ce sachet et éviter que les éléments aromatiques ne s'évaporent avant la consommation, ce serait quand même plus judicieux. Et lorsque je suis allée en Italie pour rencontrer le fabricant de bouteilles, je lui ai dit, est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir à quelque chose qui serait souple et tout? Il me dit, oh, mais oui, on fait des échantillons pour les parfums. Et donc, ça m'a donné l'idée d'ensacher avec ce qu'on appelait par la suite le sachet double enveloppe. On s'est mis à fabriquer pour Ducros, la tisanière, Twinings et compagnie. Et finalement, c'est cette dernière qui nous a rachetés. Et à l'époque, je me rappelle être partie pour l'Oscar de l'emballage que j'ai reçu et qu'on m'a dit « Oh, amuse-toi bien ». Et j'ai obtenu cet Oscar de l'emballage. Ça nous a permis quand même de revendre le département thé et infusion pour 12 millions, ce que nous avait coûté la dite entreprise dans son intégralité, à peine quelques années plus tard. Rapidement, en un mot, c'est marrant la manière dont vous parlez des chiffres. Hein. Vous ne tournez pas autour du pot, vous balancez les chiffres comme ça. Moi, j'aime bien ça, c'est marrant. C'est très américain, je crois. Vous savez, vous arrivez aux États-Unis, on vous demande combien vous gagnez, ce genre de choses, de façon très, très relaxe. Bon, Béatrice, vous savez vous savez pas d'ailleurs que depuis quelques semaines, on a un partenaire dans cette émission French Boss et qu'on consacre une petite page à ce partenaire en milieu d'émission. C'est le moment qu'on appelle celui de la pause. C'est maintenant parce que ça fait un petit peu plus de 15 minutes qu'on est en train de parler ensemble. Donc, on y est à la pause et on va vous diffuser un nouveau volet de la conversation qu'on a avec les dirigeants de Tister, la société qui nous fait l'amitié de nous sponsoriser. Et on se retrouve juste après. À tout de suite, Béatrice. À tout de suite. Avec nous aujourd'hui, comme dans chaque émission en fait de French Boss, avec nous Christophe Pilcher, directeur marketing de Tister. Alors, on connaît maintenant, vous nous l'avez expliqué, le mode de fonctionnement de votre start-up. Et on aimerait maintenant connaître les noms de ceux qui vous font déjà confiance. Oui, alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on travaille avec des directions marketing, e-commerce, communication, content, social media sont nos clients. Et on travaille vraiment avec des comptes dans toutes les industries. On va travailler avec du Yves Rocher, du Renault dans l'automobile, la Redoute, le Roi Merlin, Decathlon, Disney et ses licenciés, Petit Bateau.
et j'en passe. Vraiment, on travaille avec des marques et distributeurs dans tous les secteurs. Donc, comme vous l'avez vu, cosmétiques, automoto, mode, déco, jeux, jouets, puériculture. Parce qu'en fait, à partir du moment où ces marques ont des consommateurs satisfaits et qui sont propriétaires d'un smartphone, donc 95% de la population en France et un peu la même à l'étranger, en fait, ils ont des ambassadeurs potentiels pour partager leur expérience en vidéo. Et dans notre prochaine émission de French Boss, eh bien, on continuera notre exploration au sein de la maison Thister. Merci Christophe Pilcher. Merci, à bientôt. Retour avec notre French Boss original. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, vous me parliez de Serial Entrepreneur. Je l'ai lu, effectivement, mais j'ajouterais que Serial Entrepreneur, mais qui a entrepris, je dirais, partout dans le monde. Donc, j'ajouterais le mot worldwide, peut-être aussi, à la qualité d'entrepreneur de Béatrice Cointreau. J'ai eu beaucoup de chance. En effet, je me suis toujours dit qu'il fallait répartir les risques dans l'entreprise. Et la manière de répartir ces risques, c'était aussi de les répartir géographiquement, en ouvrant de nouveaux marchés. Donc, j'ai ouvert un peu plus d'une centaine de marchés pour le cognac, 120 marchés pour le champagne. Pas du tout les mêmes, évidemment, parce que pour le cognac, c'est plutôt l'Asie, la Russie. Le champagne, c'était d'autres marchés plus européens. Et chaque fois, je me suis passionnée pour mes clients, passionnée pour leur culture. Je suis même allée jusqu'à apprendre le japonais, complètement fascinée par leur fine éducation, leur raffinement. J'ai beaucoup appris aussi. Un exemple, je suis arrivée pour la première fois en Asie et j'étais face à eux et je me suis rendu compte de la problématique de la barrière de la langue. Et je suis allée, au lieu d'aller déjeuner, je suis allée dans un musée. Il y avait une rétrospective sur les costumes du théâtre chinois et je me suis rendu compte que l'empereur était toujours avec un costume en or, son bras droit avec un costume qui était rouge et le suivant en vert. Et je suis rentrée, j'ai dit, bon, tous nos packaging vont suivre cet ordonnancement désormais parce que en faisant fi finalement de nos lettres que ne lisent pas toujours les Asiatiques, eh bien, ils comprendront la hiérarchie et la qualité des produits. Et c'est ce que nous avons fait avec beaucoup de succès. Le fait, par exemple, que j'ai appris un petit peu le japonais, et en tout cas mes discours de façon phonétique, ont permis que les ventes fassent plus de 75%. Je pense que c'était en effet se mettre à leur place. Et j'en ai tiré une leçon, toujours avoir une démarche que j'appelle une démarche consommateur et non pas une démarche producteur. Je le vois du reste chez les entrepreneurs autres qui viennent pitcher pour qu'on investisse, puisque, comme vous le savez, j'ai une entreprise également qui est une société de venture capital. On va en parler. Voilà. Et donc, j'ai des jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes d'ailleurs, qui viennent et qui me parlent beaucoup de leur bébé. Le packaging est magnifique, le produit est le numéro 1. Ils n'ont pas de concurrence à leur égal et autres. Et souvent, je pense que ce n'est pas qu'ils manquent d'humilité, c'est juste qu'ils sont tombés amoureux de leur bébé. Or, je pense que quelquefois, la vraie valeur de l'entreprise peut être parfois ailleurs. Je vais vous donner un exemple. J'ai investi dans une entreprise qui s'appelle Create, qui est californienne. Et cette entreprise a obtenu la première licence de distribution géographiquement pour un produit tout à fait particulier. Et je demande à l'entrepreneur qui avait eu l'idée, dont c'est vraiment le bébé, je lui dis alors, pourquoi tu penses que ton produit est meilleur que les autres? Il me dit, ma boîte est la plus jolie, le produit c'est 100% bio et autres. Et je lui dis, je ne pense pas. Je pense que ce qui va intéresser un acquéreur potentiel, c'est ta licence. Et c'est ce qui fut fait. L'entreprise a été revendue à Jay-Z il y a quelques mois et avec beaucoup de retours sur investissement. Il en est ravi d'ailleurs. Et nous en avons célébré, j'allais dire, le succès conjointement. Voilà le genre de choses qui me permet de dire, ayez toujours en tête le consommateur ou l'acheteur final, celui que vous visez, et non pas rien que le fait d'améliorer votre produit.
Alors, vous l'avez effleuré là il y a quelques minutes, Béatrice. Donc, vous êtes à la tête aujourd'hui d'une société qui s'appelle Buy BC, une société de capital investissement. Racontez-moi un petit peu la logique qui vous a conduit à monter cette société, la période de gestation avant la mise au monde de cette société. Bref, c'est vrai que moi, je me dis, je posais la question bêtement, naïvement, mais pourquoi elle a monté cette société? Pourquoi vous l'avez montée, Béatrice? Alors, depuis un certain nombre d'années, parce que j'étais pionnière dans mon industrie, je n'ai eu de cesse que de développer des aides pour les jeunes femmes, en particulier dans l'industrie des vins et spiritueux. On a créé, on a les Dames du vin en France, Women of the Wine and Spirit, dont j'étais en France chairman, Women of the Wine and Spirits aux États-Unis. Et cela m'a conduit en 2017 à accompagner également la création d'une fondation qui distribue des scholarships, des bourses. Parallèlement, j'ai un certain nombre de valeurs. J'ai écrit donc 4 livres. Le deuxième était non, le troisième, pardon, était un comparatif entre les vins bio aux États-Unis et en Europe. Là encore, le bio était une valeur montante à l'époque quand j'ai rédigé le livre, et j'ai voulu comprendre les différences que nous pouvions avoir, à la fois en termes de législation, puisque je suis juriste, et également dans l'application. Oui, j'ai une maîtrise de droit accessoirement, plus l'Institut supérieur. Vous aviez juste oublié de le dire, mais bon. Voilà, et puis l'INSEAD, et puis UC Davis aux États-Unis, et Cornell University avec un MBA. Mais tout ça, c'est loin derrière moi, on va dire. C'est juste la démonstration de ce que je me passionne toujours pour apprendre. Et je pense d'ailleurs que la nouvelle génération, jusqu'à un âge avancé, continuera à se former sans jamais cesser, parce que d'abord, tout est passionnant, et puis si on n'apprend plus, à quoi ça sert? Donc, pour revenir à ce que j'exprimais, je souhaitais véritablement soutenir des entreprises qui étaient alignées par rapport à ces valeurs. L'une des entreprises, par exemple, s'appelle BioSync. Cette entreprise qui est drivée et qui a été fondée par une femme, analyse les biais au sein des entreprises de manière à les rendre plus vertueuses, mais également plus efficaces. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez un directeur marketing qui n'a rien contre les Noirs, mais n'est pas du tout entouré de gens qui sont afro-américains. Eh bien, il va peut-être rater son cœur de business dans des villes du Sud, en Nouvelle-Orléans, ou ce genre de choses. Donc, on accompagne pour qu'elles deviennent non seulement plus vertueuses, mais aussi en étant conscient de ces biais qui sont souvent inconscients, peuvent améliorer la rentabilité de l'entreprise. Une autre entreprise s'appelle Impact, elle est canadienne. Et Impact Finance, en fait, alors je vais faire un parallèle, le futur S&P pour les mesures d'impact des entreprises cotées en bourse. C'est très important pour nous parce qu'on se rend compte qu'on parle beaucoup des ESG, les ESG qui visent à compenser les émissions carbone, ou lorsqu'il y a des problèmes sur le plan environnemental ou un manque de diversité. Je pense qu'il faut aller au-delà, il faut anticiper et soutenir les entreprises qui sont vertueuses. On se rend compte du reste, et c'est très intéressant, la BPI l'a confirmé par plusieurs études, ces entreprises dites vertueuses non seulement ont des meilleurs taux de rétention, donc de savoir-faire au sein de l'entreprise et de transmission de ces savoir-faire, mais également ont des meilleurs résultats économiques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on tient à se baser, parce que sans résultats économiques, on ne parviendra pas à anticiper ou à entraîner les entreprises sur ce terrain. Je vais vous donner un exemple. On va essayer de raccourcir un peu, Béatrice, parce qu'on est déjà à 25 minutes, plus de 25 minutes, on a pas mal de choses à dire. Donnez-moi votre exemple, mais rapidement, parce que j'ai encore plusieurs questions à vous poser. Pardonnez-moi. Simplement pour dire, nous avons tous vécu la pandémie. Nous avons vu pendant la pandémie l'amélioration de l'air, les trafics où on avait moins d'embouteillages, etc. Aujourd'hui, l'économie reprend à plein.
et on devient beaucoup plus individualiste. L'entreprise devient plus individualiste, les gens au sein de ces entreprises. Il faut qu'on arrive à quelque chose de plus économique et défendable économiquement pour que ça puisse s'implanter. Pardon. C'est marrant parce que votre propos, il ressemble un peu à un plaidoyer pour un savoir-vivre dans les affaires. Vous employez des mots qui évoquent le savoir-vivre dans les affaires, les mots vertueux, des mots comme ça. Bref, on va mettre des chiffres un petit peu, on va mettre une activité quotidienne sur le nom de votre société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Si on peut essayer de faire des réponses brèves, qu'est-ce qu'elle fait dans le quotidien? D'accord. Alors, nous sommes une entreprise qui investissons notre argent ou l'argent d'autres qui nous les confient. Bien évidemment, nous travaillons que avec des family office parce que c'est ce que je connais le mieux et que d'autres plus importants le font très bien. Tout est basé évidemment sur la confiance et surtout sur l'accompagnement. Nous accompagnons les chefs d'entreprise. Alors, pour vous donner un exemple, ce matin, nous avions une entreprise qui est sur le forage. Alors, vous allez me dire, est-ce bien quelque chose qui s'inscrit dans une démarche, j'allais dire, de développement durable? Eh bien oui, parce que aujourd'hui, on fore dans les mines, par exemple, on fore un petit peu au hasard. Or, si les drones que développe cette entreprise permettent de mesurer le sol et le sous-sol, on peut imaginer que demain, au bout de 20 minutes de ces analyses, du reste, on puisse analyser le sol, le sous-sol et là où il faut forer et non pas à côté. La deuxième chose, on peut imaginer tous les développements économiques, en particulier auprès de l'agriculture, un des clients étant Monsanto d'ailleurs, pour pouvoir améliorer un des grands de l'agriculture. Et bien évidemment, ce type de très grosse entreprise a besoin de recommandations, d'accompagnement aussi dans ce genre de vente ou en termes d'intermédiaires, de manière à accompagner leur développement. Là, il s'agit d'une C-suite, on est à une série C, on est déjà dans quelque chose de développé. C'est également ce que nous faisons par le biais de la maison Finance, qui elle est basée à Luxembourg, avec d'autres investisseurs familiaux comme les Dassault ou autres. Béatrice, moi je vous écoute parce que vous avez tellement de choses intéressantes à raconter. Je me dis, cette femme, elle a réussi sa vie dans les affaires, incontestablement, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, elle n'est pas finie, votre vie professionnelle, mais vous-même avez évoqué une espèce de semi-retraite. C'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Oui, oui. Réussite dans les affaires, vous avez apparemment, même si on n'a pas creusé, mais parce que c'est pas le plus important, vous avez réussi votre vie de femme, votre vie de mère de famille. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui me paraît vachement important à moi, c'est que vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Ma question, elle est simple aujourd'hui, Béatrice. Quelle est la plus grande fierté dans une vie? Est-ce que d'avoir réussi dans les affaires? Est-ce que c'est d'avoir su faire honneur au nom qu'on portait? Est-ce que c'est d'avoir su mener à terme une belle vie de famille? Ou est-ce que c'est être reconnu par une distinction telle que la Légion d'honneur? Alors, si je puis me permettre, celle qui m'a le plus touchée, malgré le prestige, et j'en ai été très honorée de la Légion d'honneur, justement, c'est celui du mérite agricole. Parce que j'ai été envoyée en tant qu'expert pour aider les entreprises californiennes quand elles ont été touchées par le phylloxéra. Nous avions été touchés en Europe par ce phylloxéra un siècle plus tôt, 1870. L'ensemble de la famille était ruiné et l'arrière-arrière-grand-père est parti à Denison, Texas, pour aller chercher des porte-greffes pour réencépager toute la région. Eh bien, c'était une manière de rendre, je dirais, hommage aux Américains. Et j'ai été très sensible au fait que Bussereau me remette cette décoration. Je crois qu'on jongle sur les différents rôles de mère, d'épouse, également de femme chef d'entreprise à longueur de journée. On se demande toujours si on va y arriver. Heureusement, la vie est un film et n'est pas un arrêt sur image, ce qui nous permet d'y arriver toujours. Si j'avais un conseil à donner à ma version plus jeune, c'est fais-toi confiance, n'aie pas peur, essaye toujours. Tu auras des échecs, ils te bâtiront, tu en apprendras quelque chose. Ne pas avoir peur, c'est la clé.
Je vais vous dire 2 mots, Béatrice, parce que ça fait plus de 30 minutes qu'on parle ensemble et vous allez me dire lequel vous préféreriez qu'on prononce en parlant de vous. Est-ce que vous préféreriez qu'on dise de vous que vous êtes une businesswoman, une successful businesswoman, pour rester dans l'anglais, ou est-ce que vous préféreriez qu'on dise de vous que vous êtes, à l'image de vos ancêtres, une belle épicurienne? Un peu des deux, je pense. J'en étais sûr. Je dirais un entrepreneur humaniste et épicurien, absolument. Vous êtes fier de ça? Qu'est-ce qui vous donne le plus de fierté dans votre vie? Si je vous demande un truc, Béatrice, au bout de 31 minutes de conversation, si je vous demande un truc qui vous donne beaucoup de fierté aujourd'hui, en face de moi, dites-moi, c'est quoi? De rester curieuse. Je pense que c'est une fierté parce que je côtoie des gens qui manquent de curiosité. Et encore aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, les bureaux dans tous les pays du monde, je reste curieuse minute après minute. Je déguste chaque gorgée de vie. Voilà, et là, on se trouve confronté aux limites de l'exercice. On aurait eu besoin d'1 heure, de 2 heures pour évoquer avec Béatrice ce qu'a été sa vie de femme d'affaires, mais sa vie également de descendante de noms prestigieux, que ce soit de la littérature française ou du luxe français, de l'image de la France à l'extérieur, dans le monde entier. Merci Béatrice d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Eric. Et bonne continuation. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéo consommateur qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.